À Kiwanja, 6 casques bleus ont trouvé la mort, un bilan qui s'alourdit après les manifestations de la population contre les forces étrangères sur le sol congolais. Nous avons eu un invité dans ce journal, M. Jean-Baptiste Kassekwa, député national. Renforcement de l'alliance Moscou-Bamako pour lutter contre le djihadisme dans la région, l'annonce est du ministre des Affaires étrangères russe à la presse. Le bilan atteint un plafond de 11 200 morts et est revu à la hausse à chaque heure depuis que ce séisme de magnitude 7.8 a frappé la Turquie et la Syrie. Plusieurs autres personnes sont encore portées disparues. Et en culture, Joseph Athanas Kabasele Chamala, alias Grand Calais, considéré comme le père de la musique congolaise moderne, sera célébré ce samedi 11 février au cours d'une soirée de gala. L'événement sera patronné par le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, bonjour. À Goma, au Nord Kivu, on parle désormais de 6 personnes tuées ce mardi soir lors d'un convoi de l'ONU. Nouvelle action hostile à la force onusienne accusée par la population d'inefficacité face aux groupes armés. Et ces casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja. Ils ont ensuite été stoppés par les manifestants qui leur ont obligé de s'immobiliser. On écoute Faustin Nzabayo, président de la société civile Nirangogo, joint au téléphone par Nathalie Yoko. En fait, c'était autour de 17h30. Il y a un convoi de la MONUSCO qui revenait de Kiwanja pour Goma. Et aussitôt arrivé dans le territoire de Nyiragongo, dans le village Boujari, et il y avait d'abord un des fausses rumeurs comme quoi ce combat venait pour ravitailler les M23. Il y avait d'autres informations comme quoi ils transportaient des M23 pour les amener dans leur campement à Mouniki. Et tout cela, malheureusement, sous l'ignorance de la population, et c'est ainsi que la population a empêché passage à ce convoi, et tout en exigeant qu'il y ait des contrôles et que la population puisse voir au juste qu'est-ce qu'ils transportent. Mais malheureusement, pendant que la population a barricadé la route, il y a des casques bleus de la MONUSCO qui ont commencé à tirer sur les paisibles populations. Et sur le champ, il y a eu 3 morts, et un peu après, il y a eu 12 blessés graves. Et parmi les 12 blessés, il y a 3 encore qui ont succombé de leurs blessures. Donc jusqu'à présent, le bilan reste de 6 morts et plusieurs blessés. Alors voilà pourquoi on a condamné l'acte qui s'est passé hier, mais tout en recommandant à la MONUSCO, de chaque fois collaborer avec la population, puisque vous savez très bien que la situation sécuritaire ici à l'est du pays n'est pas tout à fait établie. Et nous avons demandé à la MONUSCO à chaque fois qu'ils vont faire des mouvements, de communiquer toujours avec les leaders communautaires, de façon que la population sache si le mouvement est à faveur de la population. Mais aussi, nous demandons au gouvernement congolais vraiment de voir comment accélérer le processus de retrait de la MONUSCO, puisque, tel que vous le savez, il n'y a plus encore confiance entre la MONUSCO et la population. Mais ça ne sert à rien de forcer encore la MONUSCO de rester ici à l'est du pays, pendant que leur bilan reste mitigé. Mais à part ça, il y a d'autres biens, bien sûr, de la population qui ont été perdus. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas qui va enterrer tous ces cadavres. Faustin Zabayo, merci pour toutes ces précisions. La partie orientale du pays est confrontée à une crise sécuritaire, vous l'avez compris, préoccupante, avec notamment l'incapacité de la force régionale de l'Afrique de l'Est à mener des offensives sur terrain ainsi que des avancées des terroristes du M23 qui inquiètent la population, qui d'ailleurs ne veut plus d'aucune force étrangère au pays. Y a-t-il nécessité de convoquer une session extraordinaire pour scruter la question, comme le proposent certains parlementaires? On en parle d'ailleurs avec notre invité Jean-Baptiste Kassekwa, qui est député national, surtout de l'opposition. Bonjour, bienvenue. Merci, madame. Alors, la première question, dites-nous, une session extraordinaire s'avère-t-elle urgente au jour d'aujourd'hui au regard de cette détérioration sur le plan sécuritaire? Une session parlementaire extraordinaire s'impose. Je viens de Goma, je suis revenu hier. Des informations à notre possession indique qu'il y a des préoccupations pertinentes au niveau de la chaîne de mise en condition de nos forces, de même qu'au niveau de la mise en œuvre. Des préoccupations qui exigent que le Premier ministre
accompagné du ministre de la Défense et du chef d'état-major général, viennent nous expliquer pourquoi des agglomérations sont abandonnées à cascade. Depuis Bunagana, en date du 13 juin 2022, en passant par Kiwanja, Rutshuru, Kako, Rubare, Tongo, Kibumba, le 29 octobre 2022, jusqu'au 26 juin, c'est la grande cité de Massissi, de Kichanga. Et la conséquence de l'abandon répétitif aux mains des terroristes du M23 RDF de toutes ces agglomérations, c'est que, ces abandons sont accompagnés de massacres graves, maman. Je peux vous parler de plusieurs massacres. Le massacre de Dikenge, de Ruvumu, de Bouaro, en date du 21 juin. Le massacre de Roussek, 38 personnes tuées, en date du 1er juillet 22. Le massacre de Kishiché, plus de 270 personnes tuées, du 29 au 30 novembre 22. Le massacre de Roussekera, le massacre de Kazaro. Non seulement de massacres, mais également avec la route Goma-Rutshuru, coupée depuis le 29, la route Sake-Kichanga-Goma, coupée depuis le 26 janvier par l'occupation de Kichanga. Goma est privé de toute possibilité de ravitaillement à denrées alimentaires, non seulement Goma, mais tous ces déplacés de guerre, chassés de Bunagana, chassés de Rutshuru, chassés de Kibumba. Et quand on est dans des camps, nous avons dénombré au moins 215 déplacés décédés de la suite de choléra. Nous avons compté 83 enfants décédés de malnutrition dans un hôpital de la place. Et donc, face à toutes ces situations, il est impérieux que l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, discute avec les responsables concernés pourquoi il y a tellement de légèreté. Il n'est pas permis de parler à la place publique parce que ce sont des questions de sécurité. Mais nous voulons avoir une session à huis clos où nous allons poser des questions sérieuses. Du temps de Baouma, en 2013, les FARDC ont gagné la guerre avec un seul général. Pourquoi aujourd'hui en avoir plus de 20 sur le terrain? Tant d'autres questions, comme sont les conditions par lesquelles nos forces sont entretenues. Le ministre de la Défense, et ça dépasse aujourd'hui son niveau, le Premier ministre doit venir répondre, parce que non seulement cette question menace le Nord Kivu, mais avec cette facilité, ces gens-là risquent de se donner du zèle pour viser Bukavu, pour viser Maniema, pour viser Chopo. C'est toute l'intégrité territoriale de la RDC qui est menacée. J'invite donc chaque député à signer la pétition demandant au bureau de convoquer de toute urgence cette session extraordinaire pour qu'en huis clos... Monsieur Kassiko, parlons justement de cette session extraordinaire. D'aucuns se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est caché derrière? D'autant plus que, au regard de l'actualité, nous avons vu les députés provinciaux, par exemple, réclamer quelque chose. On a vu ceci, on se dit, vous savez également ce qu'exige une session extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas plus pour cela que pour des questions vraiment sécuritaires? Les députés ont accepté, par exemple, au nom de l'état de siège, de rester en session depuis le 15 juin 2021 jusqu'au 15 décembre 2021, sans exiger de paiement. Et ici donc, personnellement, je viens de Goma, où je viens de passer 2 semaines en train de recueillir des informations. Madame, si je commence à vous en parler, dans quelles conditions? Nos vaillants militaires, il faut saluer nos militaires, qui consentent des sacrifices énormes. Mais le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Défense, qui a la charge de la mise en condition des militaires, il doit venir s'expliquer. Dans quelles conditions ces militaires? Ce n'est pas un secret. Comment des militaires peuvent manquer de l'eau? Je ne voudrais pas parler sur la place publique, il faut qu'ils viennent. Mais alors, qu'est-ce qui va changer si jamais il y a une session extraordinaire? Parce que même pendant la récente session, il n'y a pas eu vraiment des initiatives parlementaires qui ont impacté positivement pour lutter contre la crise sécuritaire dans cette partie du pays. C'est là que j'invite mes collègues de l'Union sacrée à se montrer beaucoup plus loyaux vis-à-vis de la nation que vis-à-vis de leur chef de famille. J'avais personnellement déposé une interpellation adressée au Premier ministre en date du 23 septembre, à l'occasion du 100 jours d'occupation de la cité de Bunagana.
Le citoyen Mbosso m'a répondu à l'endroit du 3 octobre, président de l'Assemblée, pour promettre que le Premier ministre allait être interpellé au cours de la session passée. Ils ne l'ont pas fait, ils ont classé le dossier sans suite. Donc, j'invite les collègues de l'Union sacrée à se ressaisir. Parce que personnellement, là, je me retrouve maintenant, mon fief Tego m'a menacé. Des collègues de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo ne peuvent même plus prétendre aller parler de l'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, c'est Calais et le territoire du Sud Kivu qui est menacé. On parle de la présence des éléments rwandais dans la plaine de Ruzizi. C'est tout le Kivu qui est menacé. Et si pendant ce temps-là, les députés voudraient rester, se montrer loyaux pour flatter Félix que tout va bien, béton, Roumela, non. La population de Goma, la population de Rutshuru, de tout ce territoire est énervée. Il faut que nous prenions la question à main. Les mêmes réseaux qui ont poussé Ilukamba à être révoqué du gouvernement, ces réseaux sont largement dépassés. Il est temps que l'on sanctionne Ilukamba et que quelqu'un sanctionne Sama Lukonde, le ministre de la Défense. Il a eu les kilos de nous dire qu'on ne gagne pas une guerre qu'on n'a jamais préparée, que donc lui n'a pas préparé la guerre. Et le député et sénateur qui était à la commission de défense et sécurité sont restés ébahis plutôt que de les sanctionner. Au niveau de l'état-major général, on doit nous dire pourquoi 23 généraux. Il y a un conflit d'intérêts terrible. Il y a tant de choses. En séance parlementaire à huis clos, nous allons dire des choses sans rire ni pleurer pour que les sanctions soient prises. Nous attendons la suite de votre pétition. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Le vice-président de la société civile, Mongwalu, a été enlevé depuis samedi 4 février par les miliciens Zahir dans le territoire de Djougou. Son rapt est dû à ses propos dénonçant la présence de cette milice dans la chefferie de Banyari Kilo. Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Lussa, s'inquiète de son sort. On l'écoute à ce propos. Il est vrai, notre collègue, le coordonnateur de la société civile adjoint de Mongwalu, kidnappé depuis le 3 février par les groupes d'autodéfense situés à Kilo, et il a été appréhendé à Kilo État depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Il continue à être l'armée, il n'est pas encore libéré. Et les miliciens en question, ils communiquent aussi avec la famille de notre collègue, la famille biologique. La famille est à mesure de mobiliser par exemple ces $4,000, parce que nous vivons d'abord dans une condition difficile et que ça sera vraiment suicidaire pour demander à cette famille ces $4,000. Ce serait une façon de leur dire qu'on ne va pas vous les rendre et on va les tuer. Donc nous voulons pas encore enregistrer un énième cas de mort. Et nous prions aux autorités partout où elles se trouvent, que ce soit nationales, provinciales, locales, de protéger tous les acteurs des droits de l'homme à travers la province d'Ituri. Nous comptons beaucoup sur le gouvernement, les autorités, gouvernement provincial d'abord, gouvernement central et tous les défenseurs des droits de l'homme, parce que malheureusement qui a été kidnappé, et nous comptons sur ce que l'État puisse faire, parce que nous avons déjà perdu un de nos collègues dans le territoire d'Ndjougou, toujours à Bambou, et c'était Fabrice. Et aujourd'hui, nous ne voudrions pas encore perdre M. Baby, parce que ça ne peut pas se justifier à ce moment, du moment où tout le monde est au courant, que ce soit la MONUSCO, que ce soit le gouvernement, que ce soit les différents acteurs des droits de l'homme. Tout le monde est déjà au courant qu'il a été kidnappé. Dossier Nicolas Kazadi Matata Pogno sur le présumé détournement du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise Covid-19. Le sénateur Matata Pogno n'entend pas se laisser intimider pour recouvrir ses créances. Il dit vouloir utiliser tous les voies et moyens pour atteindre ses objectifs, et c'est ainsi qu'il a saisi l'IGF et la Cour de compte pour qu'elle enquête sur ces présumés détournements et compte aussi saisir les institutions de Bretton Woods pour entrer dans ses droits. Le dossier de 1,9 million de dollars de Congo Challenge détourné au ministère des Finances prend une allure inquiétante.
jusqu'à envenimer les relations personnelles entre Matata Ponyo et l'argentier congolais Nicolas Kazadi. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo a vigoureusement réagi dans sa correspondance du mardi 7 février adressée à Nicolas Kazadi contre les menaces de les traduire en justice proférées à son encontre pour avoir réclamé l'argent de sa structure Congo Challenge détourné au ministère des Finances. Il dit « Je suis même surpris des menaces d'être traduit en justice faites par ce dernier Nicolas Kazadi, ce qui est scandaleux. Comment celui qui détourne les fonds peut traduire en justice la victime du détournement? Quel type de gouvernance ?» s'est exclamé l'ancien Premier ministre, confirmant que ces fonds ont été détournés et lui d'enfoncer les clous. « Je l'ai déjà dit plusieurs fois, sans que vous ne me disiez où ces fonds se trouvent. » Dans sa lettre, votre directeur de cabinet ne dit rien non plus à ces propos. Je confirme que ces fonds ont été détournés. Fin de citation. Dans la lettre adressée au ministre des Finances, Matata Ponyo a souhaité savoir pourquoi ces ressources clairement préaffectées par la BAD aux 4 études déjà produites ont été détournées alors que celles-ci ont été approuvées par le ministère du Plan conformément aux clauses du contrat et livrées par Congo Challenge. Parce qu'un tel acte n'est conforme ni aux règles de gouvernance de la BAD, a-t-il poursuivi, ni aux exigences de transparence de la loi des finances publiques en République démocratique du Congo. Bien plus, Matata Ponyo rappelle, bien plus, vous soutenez que vous ne payerez pas ces fonds à Congo Challenge parce que ce cabinet m'appartient. Alors que le ministre d'État, ministre du Plan, vous avez demandé de payer les factures de Congo Challenge. Vous affirmez que si vous le faites, ce serait une façon pour vous d'alimenter les comptes d'un candidat président à l'élection présidentielle de décembre 2023 contre le candidat du pouvoir que vous soutenez, inimaginable, a-t-il déploré, et de prévenir toute la population congolaise est au courant de votre objectif ultime, celui d'éliminer à tout prix un candidat président de la République. Après les 2 affaires infructueuses de Bukanga Lonzo et des biens aérianisés montés de toutes pièces, vous voulez en créer d'autres. Je vous souhaite bonne chance. Fin de citation. Puis d'ajouter, pourquoi utilisez-vous des ressources de la BAD comme une arme de guerre contre un opposant politique que je suis? Vous le saviez, ce type de pratique viole gravement les principes d'éthique professionnelle d'une charge publique aussi élevée comme celle que vous occupez. Cela n'honore ni les pays, encore moins le ministre des Finances que vous êtes. Par ailleurs, Matata Ponyo a dans sa correspondance proposé à Nicolas Kazadi de prévoir dans son ministère un mécanisme enregistrant les plaintes contre les détournements des fonds des institutions internationales par le ministère des Finances ou encore contre l'usage abusif et scandaleux des fonds des partenaires au développement comme arme de guerre pour éliminer les candidats à l'élection présidentielle. En guise de suggestion, il a également proposé d'ouvrir dans la cellule gouvernance et contrôle du ministère des Finances un mécanisme permettant de rappeler à la fois à ses partenaires, aux membres de son cabinet ainsi qu'au ministre des Finances lui-même et à son vice-ministre l'importance des vertus comme le devoir d'État, la gratitude, l'humilité et l'empathie. La mise en pratique de celle-ci pourrait vous aider énormément à améliorer la gouvernance du ministère dont vous avez la charge, a-t-il souligné. L'homme à la cravate rouge dit saisir l'inspection générale des finances, l'IGF et la Cour des comptes pour leur demander d'enquêter là-dessus. Il compte aussi saisir le partenaire au développement, notamment le FMI et la Banque mondiale, pour savoir pourquoi ils ne dénoncent pas ces détournements flagrants des fonds de la BAD, étant donné, d'une part, le principe d'unicité des comptes et de fongibilité des fonds publics, et d'autre part, l'importance de la gouvernance sous l'exécution du programme économique soutenu, notamment par ces institutions. Et puis le gouvernement provincial du Sud Kivu met les bouchées doubles pour lutter contre l'insalubrité. Pour ce faire, une importante réunion a eu lieu sur place à Bukavu en présence du gouverneur Théongwa Bidje. Une journée chargée pour le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bidje Kassi. Tour à tour, il a reçu en audience plusieurs délégations internationales, nationales et locales, question de faire les points sur les sujets d'intérêt communautaire. D'abord, l'autorité provinciale a échangé avec les animateurs de la petite territoriale de la province, le maire de la ville, le bourgmestre des 3 communes, l'administrateur du territoire de Kabaré, ainsi que leurs adjoints, tous réunis au sein du comité provincial d'assainissement,
à qui le gouverneur Ngouabidje a donné ses directives et lignes de conduite pour veiller à l'assainissement, la sécurité et la salubrité de la province d'une manière générale, et en particulier la ville de Bukavu, qui est en train de prendre forme de son image datant, conformément à l'esprit de son arrêté portant assainissement des villes et agglomérations. Comme la salubrité était devenue une menace pour la province et en particulier la ville de Bukavu, le gouverneur a voulu mettre en contribution tous les acteurs. Avec la délégation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, conduite par son directeur général Laurent Muzemba, est venu exprimer sa reconnaissance au gouverneur Théo Ngouabidje, qui a soulagé les entrepreneurs locaux en supprimant certaines taxes en leur faveur. Par la suite, ils ont passé en revue l'organisation des entrepreneurs dans la province du Sud Kivu qui seront formés et recevront les financements de la part des FOGEC. Le provincial nous a reçus, nous avons échangé sur ce que nous faisons, ce que nous comptons faire et tout ce que nous pouvons apporter ensemble. La délégation des négociants des minerais et des comptoiristes, conduite par le ministre des Mines, a été également reçue par le gouverneur Théo Ngouabidje. Pendant plus d'une heure, ils ont fait le tour d'horizon de la situation dans le secteur minier en province. Le gouverneur leur a informé de sa décision portant fermeture des comptoirs d'achat non agréés et ce n'atteignant pas le niveau plancher mensuel de 100 kg d'or, tel que repris dans la correspondance de la présidence adressée à l'autorité provinciale. Renforcement de l'alliance Moscou-Bamako, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a plutôt vanté la nouvelle alliance entre le Mali et la Russie contre le djihadisme qui ensanglante la région. Il a dit hier lors d'une conférence de presse avec son homologue malien Abdoulaye Diop. Les détails avec Eritine Tambo. Le bilan atteint un plafond de 11 200 morts et est revu à la hausse chaque heure depuis que ce séisme de magnitude 7.8 a frappé la Turquie et la Syrie. Les touristes locaux et étrangers continuent à fouiller les décombres mais contre le froid glacial de la saison. Et à 5 mois de jeu de la francophonie, c'est déjà l'effervescence dans la capitale congolaise, ville haute, avec le lancement mardi 7 février des animations périphériques. Le comité national des jeux vient de placer sur les rails le train qui va nous conduire en juillet prochain au 9e jeu de la francophonie. Depuis ce mardi, en effet, une série d'activités de proximité est organisée aux différents carrefours, dans les artères et les coins les plus fréquentés de la ville de Kinshasa. L'objectif est de susciter l'engouement et l'adhésion de la population à l'édition 2023. Le rond-point des Huileries au carrefour des communes de Lingwala et de Kinshasa a été le théâtre du lancement. L'événement a captivé l'attention. Un public important a pu assister aux divers spectacles à l'affiche. Partie de plusieurs artères environnant, la danse, des acrobaties et des chants ont tous convergé vers les ronds-points des Huileries pour se terminer en apothéose par un flash mob haut en couleurs et riche en spectacles. Nous invitons toute la population à se mettre dans le train avec nous vers les Jeux de la francophonie, parce qu'après ces Jeux, ce genre d'activité, ce genre de transformation dans notre nation va continuer. Pour Véronica Kaembe, conseillère du directeur national des Jeux de la francophonie, cette activité vient confirmer la tenue de Jeux et la réussite qui est au rendez-vous de cette édition. Ces activités de terrain vont se poursuivre jusqu'aux Jeux à travers la ville de Kinshasa pour populariser ces Jeux qui se tiendront du 28 juillet au 6 août 2023. Et en football, le dirigeant des clubs du championnat national de la Ligue 1 et 2 ainsi que ceux des ententes de football sont invités à une réunion de l'ADEFCO qui se tient ce mercredi à 14h à l'hôtel Africana Palace. À l'ordre du jour, la position de l'ADEFCO à la suite des difficultés rencontrées exprimées par la Ligue nationale de football ayant conduit à l'arrêt du championnat national. L'RDC fait un parcours héroïque au trophée international de boxe qui se déroule au Maroc. Dans la version masculine, le pays a réussi à qualifier un boxeur en finale. Il s'agit de Steve Koulengoulouka qui a battu en demi-finale l'Azerbaïdjanais Aliyev dans la catégorie de moins de 71 kg au terme d'un combat très serré.
Le boxeur congolais défend valablement le drapeau du pays au trophée international Mohamed VI du World Boxing Tour à Marrakech. Steve Koulenguluka ira chercher une médaille d'or en finale après avoir battu l'Azerbaïdjanais Aliyev dans la catégorie des moins de 71 kg. Le pugiliste congolais a été déclaré vainqueur par le juge au terme d'un combat alléchant et plein de suspense. Dans la catégorie des moins de 75 kg, Chama David a été battu par les Suisses Pavel Soslin par arrêt d'arbitre au 3e round. Surnommé Cœur des Lions, Chama a eu beaucoup de difficultés pour cogner son adversaire à l'entame du combat. Ce soir, Pita Kabeji va affronter en demi-finale le russe Katev Imam dans la catégorie des moins de 80 kg. L'autre boxeur congolais qui sera sur le ring, c'est Mbaya Moulaba qui va combattre contre Thiam Creus de l'Espagne. À ce stade, les boxeurs congolais améliorent leur position au ranking mondial. Déjà, Koulenguluka a gagné 700 points pour s'être qualifié en finale et pourra atteindre 900 s'il gagne une médaille d'or. Le 11 février 1983 disparaissait une icône de l'univers culturel en RD Congo, Joseph Athanas Kabasele Chamala alias Grand Calais, considéré comme le père de la musique congolaise moderne, va être célébré le samedi 11 février 2023 au cours d'une soirée de gala sous le patronage du président de la République Félix Tshisekedi en collaboration avec la famille biologique. Il est l'une des voix d'or de l'arène musicale de la RDC. Il lui revient la paternité de la musique congolaise moderne. Son talent et son intuition ont fait de lui une référence immortelle. Joseph Athanas Kabasele Chamala, mieux connu sous le nom de Grand Calais ou Calais Jeff, fut un artiste, chanteur, compositeur, impresario et chef de groupe, l'African Jazz. Sa vie n'a été que musique depuis sa tendre enfance. Les décibels artistiques distillés par les chorales paroissiales lui permirent de se former. À 19 ans, le jeune Joseph Kabasele, natif de Matadi dans l'actuelle province du Congo central, fait valoir ses premiers élans de chanteur lors des animations en public, des fêtes de quartier et veillées mortuaires. Finalement, il en devient accro et s'engage totalement dans la chanson. Convaincu de ses prouesses en chanteresse, il va intégrer dans le groupe de tendance congolaise OTC et sort ses premières œuvres comme Chéri Lobaga, Parafifi, qui mettent déjà Léopoldville de l'époque sous son joug. Il est aussi révolutionnaire. Dans la musique, Grand Calais mûrit les sonorités par l'introduction des instruments, à savoir les tumbas, les trompettes et autres électroniques. Il électrifie ainsi la rumba congolaise, écarte la rumba piquée et le mazurka, ainsi que d'autres danses à la mode et se tourne pour la rumba et la samba. Mais Grand Calais s'intéresse aussi à la politique de son pays, le Congo belge. Artiste engagé, lumumbiste, il participe à la table ronde de Bruxelles en 1960, laquelle donna lieu à l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Il crée Indépendance Tcha-Tcha, un des plus grands succès de la musique africaine, qui deviendra au fil des ans l'hymne des indépendances en Afrique noire. Artiste parmi les plus populaires d'Afrique, Grand Calais a été d'un apport considérable pour le rayonnement de la musique en propulsant les meilleurs orchestres et artistes dans les meilleurs studios de Bruxelles. L'on cite dans ce cas Pascal Taboulay Rochero. De retour de son exil à Paris, où il eut à créer l'orchestre African Team, aux côtés des talentueux musiciens tels que Manu Dibango, Jean-Serge Essou, Calais regagne finalement le Zaïre après 1001 péripéties. Il va décéder à l'âge de 53 ans à Kinshasa. C'est avec cette touche musicale que nous allons prendre le rappel des principaux titres. En mission de ravitaillement à Kiwanja, 6 casques bleus ont trouvé la mort, un bilan qui s'alourdit après les manifestations de la population contre les forces étrangères sur le sol congolais. Nous avons eu un invité dans ce journal, M. Jean-Baptiste Kassekwa, député national. Renforcement de l'alliance Moscou-Bamako pour lutter contre le djihadisme dans la région, l'annonce est du ministre des Affaires étrangères russe à la presse.
Le bilan atteint un plafond de 11 200 morts et est revu à la hausse à chaque heure depuis que ce séisme de magnitude 7.8 a frappé la Turquie et la Syrie. Plusieurs autres personnes sont encore portées disparues. Et en culture, Joseph Athanas Kabasele Tchamala, alias Grand Calais, considéré comme le père de la musique congolaise moderne, sera célébré ce samedi 11 février au cours d'une soirée de gala. L'événement sera patronné par le chef de l'État. Et restez avec nous pour la revue de presse. Christian Calongi pour une lecture transversale des journaux parus ce mercredi. Bienvenue à vous, Christian. Merci Arlette Boutella, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Alors on va commencer par la réduction du train de vie des institutions. L'Observatoire des dépenses publiques fait des propositions aux autorités du pays. Effectivement, Arlette, des propositions qui interviennent quelques jours avant le remaniement ministériel qui ne devrait plus tarder, en tout cas, puisque ça avait été annoncé par le président de la République lui-même, on le rappelle, lors du Conseil des ministres. Eh bien, l'Observatoire des dépenses publiques a donc fait des propositions très objectives, vous allez le découvrir. C'est pour justement réduire le train de vie de l'État qui siphonne, d'après elle, justement, des millions, Arlette, des dollars chaque mois pour payer ministres, gouverneurs, députés, sénateurs et leurs nombreux collaborateurs à Porte-Forum des As, comme vous le voyez justement. À l'heure où, Arlette, on attend le remaniement ministériel. La question est donc de savoir si cette étude de l'ODEP peut aider le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à mieux ajuster le gouvernement. L'ODEP propose par exemple la réduction, Arlette, de la taille du gouvernement à 10 membres seulement pour faire des économies et éviter des dépenses inutiles. Le Phare, qui aborde le même sujet, fait savoir que l'ODEP a également proposé la suppression des salaires, c'est-à-dire des émoluments pour les députés, la suppression du Sénat et la fusion des représentations diplomatiques en une ou quelques-unes selon les zones géographiques, Arlette. D'après Mediacongo.net, l'Observatoire de la dépense publique a également préconisé dans la foulée la réduction du salaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à 5 000 $ contre 6 000 pour le Premier ministre. Outre la réduction sensible du personnel de cabinet du président de la République et du Premier ministre, l'ODEP propose aussi la réduction de la maison civile du chef de l'État à 2,4 millions par an, soit 200 000 $ par mois, en lieu et place de 12 millions que cela a coûté au Trésor public en 2022, soit 1 million par mois, Arlette. Réfléchi, bien réfléchi, mais ça ne reste que des propositions pour l'instant. Espérons que le gouvernement, le président de la République et les membres du gouvernement vont justement mettre à exécution cela pour le bien-être de la population. Et puis le feuilleton Matata Ponyo Nicolas Kazadi fait la une de plusieurs journaux. Vous avez parlé du feuilleton, eh bien il s'agit de l'affaire de 1,9 million de $ de Congo Challenge qui serait détourné au ministère des Finances, qui prend justement une autre allure. Vous avez d'ailleurs parlé de cela dans votre journal, nous fait remarquer Africa News. Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, a vigoureusement réagi dans sa correspondance du mardi 7 février 2023, hier donc adressé à Nicolas Kazadi, l'argentier national, contre les menaces de les traduire en justice proférées à son encontre pour avoir réclamé son argent, l'argent justement de sa structure qui serait détourné au ministère des Finances. Je cite, « Je suis même surpris des menaces d'être traduits en justice faites par ce dernier, c'est-à-dire Nicolas Kazadi, ce qui est scandaleux. Comment celui qui détourne les fonds peut traduire en justice la victime du détournement ?» se pose la question, l'ancien Premier ministre. Quel type de gouvernance? S'est exclamé donc le Premier ministre honoraire, confirmant que ces fonds ont été détournés. D'après lui, et bien d'après ses propres mots, Africa News rappelle qu'au cours d'une matinée politique animée le 28 janvier dernier dans la salle chaubeuse à Kinshasa, Matata Ponyo avait soutenu que les fonds de la Banque africaine de développement constitués notamment des épargnes des Africains et des Occidentaux sont scandaleusement détournés au ministère des Finances. Selon lui, à en croire le quotidien, le potentiel, l'ancien Premier ministre n'entend donc pas se faire laisser, n'entend pas se laisser faire et n'exclut pas le recours à la Banque africaine de développement après l'IGF et la Cour des comptes pour des enquêtes établissant la lumière sur les faits décriés. Selon Politico.cd, le ministère
des Finances rejette toutes ces allégations. Ce média rappelle que l'Argentine nationale avait donc accordé 72 heures à Matata Ponyo pour fournir les preuves de la rétrocession lui demandée au ministère des Finances. Donc le fait-on certainement qu'il y aura d'autres épisodes, on attend suivre la suite. Effectivement, c'est un dossier à suivre. Pendant ce temps, nous vous disons grand merci. Merci, je vous en prie, Arlette. Et merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de programme sur Télé 50, bien sûr. L'actualité reste incontinue.